Dans cette édition, gros plan sur une méthode naturelle mise en place en Haute-Saône pour chasser les corbeaux. Également dans ce journal, présentation de l'archéomusicologie, une discipline peu connue qui invite à voyager dans le temps, vous verrez. Mais avant cela, découvrons cette nouvelle technologie qui permet de créer son propre avatar, une innovation utilisée récemment par les chaînes de télévision. 4, 3, Aux portes de l'Élysée, deux candidats, côte à côte, une réalité virtuelle. Leurs concurrents s'invitent sur le plateau de France 2. Une prouesse technologique, tout part de cette grosse gélule, une capsule de 3 mètres de haut. Dans cette cabine futuriste, les candidats à la présidentielle se sont laissés tirer le portrait. Comme un photomaton, on nous promet un résultat en quelques minutes. Je tente l'expérience. Joindre les doigts, le pouce écarté. On me demande d'être immobile, les bras en croix. Une centaine de capteurs me détectent et me scannent. En quelques secondes, c'est dans la boîte, tout en souplesse. Se faire tirer le clone pour 12 €, les premières cabines doivent être produites dans les prochains mois, dans 2 usines à Angers et Dubaï, avant peut-être d'envahir les gares et les aéroports. On peut gérer un flux très important de personnes et en fait on peut faire jusqu'à 60 personnes par heure. Donc on a une capacité à scanner beaucoup de gens d'une façon très rapide. La start-up nantaise Silk veut créer la plus grande base d'avatars au monde. Des doubles toujours plus humains, en immersion dans un monde virtuel, que ce soit pour échanger, jouer ou consommer. Embarquement immédiat dans l'Internet de demain. On est représenté par son propre personnage et qu'on va rencontrer d'autres personnages proches, connus, ou des gens inconnus avec qui on va pouvoir converser et échanger. Silk a déjà convaincu des entreprises de venir peupler son monde artificiel. Pour se financer, la start-up a déjà levé sur les marchés plus d'1,5 million d'euros, un jackpot bien réel. S'intéresser au son ou à la musique des hommes du passé. Cela porte un nom, l'archéomusicologie, une discipline à découvrir à Dijon avec l'expérimentarium. Des jeunes chercheurs présentent leur thèse au grand public. Je fais de l'archéomusicologie. Donc à la fois de l'archéologie, c'est-à-dire que j'étudie les hommes du passé, et de la musicologie, c'est-à-dire que je les étudie à partir de vestiges qui ont rapport avec la musique, en l'occurrence spécialisés sur les flûtes. Les hommes préhistoriques émettaient des sons avec des objets de leur fabrication. Cette musique, appelons-la comme ça, le chercheur peut-il en reproduire la sonorité en copiant des vestiges du passé? Par exemple, une flûte en os. On va voir. Flûte d'origine. Copie. Aïe aïe aïe, ça sonne pas pareil. Pourquoi? Parce que ce sont des os. Les os sont naturels et dans la nature, vous ne trouverez pas 2 os identiques. C'est pas possible. Et connaître les sons du passé, est-ce que c'est possible? Il nous a raconté comment et si on pouvait savoir les sons des flûtes du passé, parce qu'il travaille dans l'archéomusicologie. Et alors, on peut savoir le son des flûtes du passé? Non, on ne peut pas, parce qu'on joue tous différemment de la flûte. Cette petite fille a tout pigé, et ça c'est le bonheur du vulgarisateur. Et puis en parlant de ses recherches, il peut même se rendre un fier service à lui-même. Quand on est dans la recherche, on est la tête dans le guidon, et on est dans les détails, trop dans les détails et pas assez dans l'essence justement. Et du coup, les grandes lignes de notre recherche, les grandes lignes de notre travail, elles peuvent apparaître à travers cet exercice de l'expérimentarium. Inventé en 2001 par l'Université de Bourgogne, l'expérimentarium est un vrai partage entre chercheurs et public. Ce jour-là, 8 jeunes scientifiques présentent leurs travaux après l'archéomusicologie, le comportement animal. Alors moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est au sein d'une même espèce, pourquoi les individus ne se comportent pas tous de la même manière face à une même situation. Alors on appelle ça la personnalité animale. Je ne connaissais pas du tout l'expérimentarium et la curiosité m'a poussé à venir ici. Je me dis que c'est super riche comme travaux et j'aimerais vraiment en savoir plus. On vous résume, le cyclidé zébré est un poisson monogame d'Amérique du Sud. Et pour que sa reproduction se passe bien, il vaut mieux que les parents soient assortis, 2 agressifs ou 2 timides. Et vive l'expérimentarium. Enfin, la chasse aux corbeaux est déclarée en Haute-Saône. Pour faire fuir ces volatiles, rien de plus simple. La commune a fait appel à des prédateurs naturels. Des fauconniers professionnels se sont emparés du problème. Dans le quartier des Thermes,
Depuis des années, il trônait bruyamment au sommet de la chaîne alimentaire grâce à ses platanes centenaires. Enfin ça, c'était jusqu'à l'arrivée de Bigfoot et de sa meute, des nettoyeuses version US. C'est une buse de Harris. C'est une buse américaine qui vit du nord au sud du continent américain. C'est un oiseau qui vit en meute, comme les loups. Il y a une hiérarchie, c'est des oiseaux très intelligents qui communiquent entre eux pour se placer, pour intervenir, pour chasser. Quoi. Il suffit de quelques minutes pour que les rapaces créent la panique parmi les freux. Ils visent d'abord les nids avant de chasser les parents. Certains corbeaux tentent de les déloger en vain. On utilise des prédateurs naturels que sont les rapaces pour remettre un climat d'insécurité, pour effaroucher les volatiles. Alors c'est une méthode naturelle, hein, parce que c'est des prédateurs naturels. Mais c'est efficace? Et c'est super efficace. Comme je dis, c'est comme si vous mettez un loup dans une bergerie. Les moutons, il y en a un qui va se faire manger, tout le monde va partir. Et là, c'est exactement le même cas. Un menu de roi pour les buses qui, au bout d'une heure, commencent à digérer les corbeaux les plus malchanceux. Les grimpeurs et lagueurs, eux, en profitent pour détruire définitivement les nids. C'est la première fois que la ville de Luxeuil utilise cette méthode. Il y a déjà une première intervention assez lourde cette année parce qu'il y avait quand même un petit retard à combler. Et ensuite, effectivement, on a déjà pris un engagement pour plusieurs interventions pendant environ 3 ans et maintenir la pression sur cette population de corvidés. Si les fauconniers interviennent souvent sur les aéroports, lâcher des oiseaux à proximité des curistes de Luxeuil est déjà plus rare. Mais de nombreuses mairies les sollicitent pour chasser ces corbeaux qui prolifèrent souvent au centre-ville.